York, la démocrate lui a réservé un accueil houleux. Donald Trump a été copieusement hué la nuit dernière au Madison Square Garden lors des finales de NBA. Mais pas de quoi abattre le président républicain sourd aux critiques. Rien ne semble affecter l'humeur de Donald Trump, happé par les préparatifs de son 80e anniversaire le 14 juin prochain. Et le président voit grand. Des combats de MMA, d'arts martiaux, auront lieu dans les jardins de la Maison-Blanche, sous cette arène qu'il compare sans modestie à la Tour Eiffel. The Eiffel Tower was supposed to be taken down, and we're building the big UFC fight on June 14th, and maybe we'll never ever take it down. Mais la guerre en Iran pourrait bien gâcher la fête. Après un cessez-le-feu de 2 mois, Israël a repris le week-end dernier les frappes en Iran et au Liban contre l'avis de Donald Trump. Avec unité, avec détermination et avec raison, nous défendrons l'État d'Israël. Cette guerre devient de plus en plus impopulaire aux États-Unis. Au Congrès, à 2 reprises, des républicains ont osé joindre leur voix à celle des démocrates pour voter symboliquement pour le retrait des troupes américaines du conflit, mais aussi pour aider l'Ukraine et sanctionner Moscou. Soutenons l'Ukraine. Exigeons des comptes à la Russie. Un début de fronde qui coïncide avec les inquiétudes des Américains face à la hausse des prix des produits alimentaires et des carburants. À la pompe, Donald Trump prend cher. Il n'y a aucune stratégie. Il fait ce qu'il veut, comme un gosse. Ce n'est pas gagnant-gagnant du tout. Ça nous revient en pleine figure. Alors, entre inflation, guerre en Iran et dissension dans les rangs républicains, assiste-t-on à une fin de règne? À 5 mois des élections de mi-mandat, Donald Trump a-t-il perdu la main? 3 invités pour ce débat. Pierre Bourgois, bonsoir, maître de conférences en sciences politiques. Vous êtes spécialiste de la politique étrangère américaine. Dernier essai, le néoconservatisme américain. Selon vous, tout va mal en ce moment pour Donald Trump. Il est très bas dans les sondages. Une partie des républicains critiquent notamment la guerre en Iran et l'influence qu'exerce Israël, Benjamin Netanyahou, sur la politique étrangère américaine. À côté de vous, Elisa Schell, bonsoir. Bonsoir. Politologue, spécialiste des États-Unis. Dernier essai, la démocratie à l'épreuve du populisme. Les leçons du Trumpisme, ça tombe bien. Selon vous, le président américain est non seulement lâché par une partie de l'opinion publique, mais aussi par ceux qui ont financé sa campagne électorale, notamment l'industrie pétro-gazière, car cette dernière craint une récession provoquée par le retour de l'inflation et elle galope. On en parlera. Et à côté de vous, Tara Varma, bonsoir, directrice du German Marshall Fund of the United States. Selon vous, des questions, dès que Donald Trump, sent qu'il est en train de perdre le contrôle d'une situation, il hausse le ton et il essaye de reprendre l'initiative. Il peut encore faire beaucoup de choses. Il lui reste, après tout, vous avez raison, 2 ans et demi avant la présidentielle de 2028. Et on démarre le débat avec la déclaration du jour. La guerre en Iran est clairement en train de devenir le Vietnam de Trump. Déclaration signée Léon Panetta, démocrate américain, ancien secrétaire à la défense sous Obama et ancien directeur de la CIA. Tara Varma, on est au 102e jour de guerre contre l'Iran aujourd'hui. Est-ce que la comparaison avec le Vietnam est, selon vous, recevable ? J'en suis pas certaine. Évidemment, les États-Unis se sont lancés là dans une opération qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui inquiète Donald Trump. Pour moi, c'est ce qui fait la différence avec le Vietnam. Là où les autorités américaines, à l'époque, en fait, ont mis 10 ans à sortir du Vietnam, on voit un Donald Trump qui fait tout ce qu'il peut pour en sortir. Et on voit des divergences apparaître d'ores et déjà entre Benjamin Netanyahou et lui-même, puisque Benjamin Netanyahou souhaiterait que la guerre se poursuive. Pour l'instant, clairement, les objectifs n'en sont pas atteints. Et Donald Trump essaye de faire ce qu'il peut pour se réarmer aussi dans les sondages d'opinion aux États-Unis où il chute et il dégringole en ce moment. Pierre Bourgois, est-ce que pour vous il y a enlisement ou pas? Est-ce que les buts de guerre sont désormais définis? Alors c'est une très bonne question, mais pour y répondre, il faudrait savoir déjà quels étaient les objectifs au départ. Pour savoir si on perd ou si on est en train de perdre une guerre, il faut savoir déjà quels étaient les objectifs. Et c'est peut-être ça la difficulté, c'est qu'avec Donald Trump, on a l'impression qu'il a changé d'objectif en cours de route. Au départ, c'était l'arsenal nucléaire, puis l'arsenal balistique, puis il a évoqué à quelques reprises le changement de régime sans le dire directement. Il renvoyait aussi un peu la balle à la population iranienne. Appelé à se soulever. Exactement. Donc l'enlisement guette Donald Trump, ça c'est clair, mais c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit. Le Vietnam, c'était plus de centaines, je crois qu'on était à 300, environ 300 morts
par semaine au Vietnam. Là, on est à 13 ou 14 soldats américains tués. Donc, on est encore loin. Et je dirais aussi que, contrairement au Vietnam et peut-être aussi à l'Irak et l'Afghanistan, il n'y a pas de troupes au sol. Ce qui veut donc dire que la stratégie de sortie, en tout cas sur le papier, elle apparaît un peu plus facile pour Donald Trump. Mais Donald Trump va vouloir sortir avec un succès. On connaît Donald Trump, et donc quel succès ce sera? Là, on peut en débattre. Forcément, il apparaîtra comme vainqueur, il va apparaître comme ça. Il y a un désaveu de l'opinion publique ou elle est encore un peu en soutien? Alors, Donald Trump avait fait campagne sur la pression maximale sur l'Iran. Notamment, on se souvient, par les frappes ciblées, la pression économique, les pressions diplomatiques, et a voulu faire un coup d'éclat, effectivement, dont on ne connaît pas exactement les enjeux, ce qu'il cherchait. Et son style populiste des relations internationales s'affronte au réel. C'est-à-dire qu'en tant que populiste, il dit qu'il va trouver des réponses simples aux problèmes complexes, résoudre la guerre en Ukraine en 24 heures, écraser l'Iran en quelques heures. Et là, la réalité est présente et que ces belles promesses ne passent pas le cap. Et je crois qu'effectivement, on est dans un enlisement puisque cette situation en Iran a des répercussions sur l'économie non seulement américaine, mais mondiale. Et les Américains n'ont pas forcément d'avis sur l'Iran, mais ils ont l'avis sur quel est le prix du litre du gallon ou des œufs ou du bœuf, et sur l'inflation. On va en parler avec vous trois justement, et avec Anna. L'inflation aux États-Unis. Oui, c'était la promesse de campagne de Donald Trump, réduire l'inflation et améliorer le pouvoir d'achat des Américains. Mais pour la première fois en 3 ans, l'inflation a progressé de 3,8% sur un an au mois d'avril. Une hausse qui s'explique essentiellement par l'augmentation du prix de l'essence à cause du conflit en Iran, mais aussi de l'électricité, des denrées alimentaires. Le bœuf, par exemple, qui est très consommé par les Américains, très prisé, a augmenté de 16%. Mais surtout, l'inflation avance désormais beaucoup plus rapidement que l'augmentation des salaires, ce qui plombe le pouvoir d'achat des Américains. Tara Varma, on est encore très loin des 9% de l'inflation sous Biden, mais est-ce que cette question de l'inflation, ça peut être problématique pour les élections de mi-mandat? Oui, tout à fait. Et c'est bien là-dessus, d'ailleurs, que Donald Trump a gagné l'élection présidentielle en 2024. Quand on a sondé des Américains vraiment dans tous les États, ils ont bien dit qu'ils avaient davantage confiance en la capacité de Donald Trump que de celle de Kamala Harris, la candidate démocrate, de lutter contre l'inflation et de faire en sorte que l'économie américaine devienne great again, encore, qu'elle s'améliore davantage. Il a vraiment fait campagne là-dessus, donc il sait que c'est un élément qui est très problématique pour lui. Il s'en inquiète grandement. Il demande à toutes ses équipes de faire en sorte qu'ils puissent sortir de la guerre rapidement. Il y a l'enjeu économique, mais il y a aussi quand même un enjeu de stratégie. Dans les documents de doctrine américains, il est dit, écrit noir sur blanc, que le temps des guerres américaines au Moyen-Orient est révolu. Or, c'est lui qui s'est lancé dans cette guerre. Il sait que c'est un message qui est vraiment très dans l'ensemble désapprouvé par ses électeurs en premier lieu. Par la base MAGA Par la base MAGA, qui continue de le soutenir, semblerait-il, dans les sondages, malgré tout. C'est un peu le côté culte de la personnalité de ce parti républicain qui a changé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vétérans des guerres d'Afghanistan et d'Irak qui croient en Donald Trump parce qu'ils croyaient à ce message de la non-intervention américaine désormais. En même temps, on a l'impression que ça le galvanise, Elisa Schell, ses difficultés. Là, il a été hué lors du 3e match de la finale de la NBA au Madison Square Garden. Lui, il y a vu des encouragements, par exemple. Donc il positive tout, ce président américain. C'est un peu la base de la politique, c'est de faire de nécessité vertu, c'est d'avoir l'air de gouverner ce qui nous échappe. Donc Donald Trump s'est bien exercé à ce type de pirouette où sans cesse il allume des contre-feux, il relance, il surjoue, il surenchérit. Donc il veut avoir l'air aux commandes, d'être le commander-in-chief et on a l'impression que l'ordre du monde dépend de Donald Trump, alors qu'en réalité l'économie, la géopolitique sont des sujets bien... Il y a une forme de déni, vous diriez, où il est conscient de ce qui se passe et voilà, il se dit qu'il va surmonter tout cela. Vous savez, c'est pas une question de psychologie, c'est une question de stratégie politique. C'est-à-dire que ce qu'il pense dans son fort intérieur, on ne le sait pas par définition, mais on voit bien la stratégie qu'il emploie. Il joue le rôle de l'homme fort. Donc, il ne peut pas dire « je ne sais pas, c'est plus compliqué ». Alors, il a essayé de dire des choses, par exemple, sur les droits de douane qui viennent d'être retoqués par la Cour suprême. Oui, il va falloir attendre, etc. Mais c'est plutôt rare. Il a un style volontariste, c'est ça qui l'a fait élire. C'est comme ça qu'il a réussi à mobiliser des électeurs qui étaient éloignés des bureaux de vote. Et c'est pas sur un style gestionnaire classique. Donc, ça fait partie du personnage qui l'a fait élire.
Cependant, des élus républicains se démarquent aujourd'hui de lui, de Trump, des élus frondeurs en quelque sorte, à l'image de Tom Barrett du Michigan. Il fait partie des 4 représentants républicains qui ont rejoint les démocrates pour exiger la fin de la guerre contre l'Iran et qui ont voté un texte en ce sens. I definitely feel what people are experiencing back home. You know, I go back home to my district every single week. You know, I fill up my gas tank too. I have 4 kids. We're taking them to practice. I share the interest in making sure that Iran does not develop a nuclear weapon, but we have to do this in a way that is done through the use of force authorization that Congress has the exclusive authority over. Congress alone declares war. Pierre Bourgois, en même temps, il peut passer outre cette injonction du Congrès. Et exactement, donc ce vote que vous avez évoqué avec les 4 élus républicains qui ont fait fronde contre Donald Trump est avant tout symbolique. Comme vous l'avez dit, in fine, c'est toujours le président américain qui, enfin toujours, en tout cas, il a le droit de veto, sauf 2 tiers dans les 2 chambres. Bon, ça n'arrivera pas, mais par contre, c'est symbolique. En effet, c'est symbolique et ça donne la voix à ce qu'on entend déjà depuis plusieurs mois. Ça avait commencé même avant, avec le Venezuela notamment. On a eu des élus, je pense à Marjorie Taylor Greene, par exemple. Là, vous avez mentionné un des élus, mais par exemple, Tom Massie aussi s'est levé contre ce que vous avez très bien dit, c'est-à-dire que Donald Trump a été élu pour un projet anti-interventionniste. Pendant la campagne de 2015-2016, Donald Trump a à chaque fois attaqué ses prédécesseurs, républicains comme démocrates, qui allaient dépenser les milliards qu'ils volaient au peuple américain pour des guerres sans fin qui ne concernent pas les intérêts stratégiques américains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que Donald Trump fait un petit peu la même chose. Alors, on verra la stratégie de sortie. Je dirais quand même, je nuancerai sur un point, c'est que Donald Trump, par définition, ne veut pas pouvoir se représenter, sauf si la Constitution a changé. Mais sauf s'il fait... A priori, les dernières déclarations disaient qu'il acceptait finalement de ne pas se représenter. Donc la question maintenant qui va se poser, c'est comment ses potentiels successeurs, je pense évidemment à J.D. Vance ou Marco Rubio, et là on a une petite lutte interne aussi sur la manière dont les deux vont se positionner sur les rapports à l'international, une ligne plutôt isolationniste avec J.D. Vance et une ligne plutôt interventionniste avec Marco Rubio. C'est la manière dont ces 2 personnages, et peut-être les autres aussi, vont récupérer ce bilan Trump en politique internationale. Donc Trump doit soigner sa sortie, mais je dirais c'est plus largement le Parti républicain qui doit soigner sa sortie. Mais il y a une vraie fronde, vous diriez, des républicains, ou eux aussi, ils craignent ce président dont on dit qu'il est menaçant? C'est pas juste qu'on le dit, il est menaçant. Je pense à des primaires républicaines qui ont eu lieu il y a quelques semaines aux États-Unis, où les opposants à Trump dans le Parti républicain ont perdu. Donc il y a quand même une base qui a le sentiment aujourd'hui que c'est Donald Trump qui porte le message du Parti républicain, qu'il incarne cet avenir-là. Et il ne se contente pas que d'être menaçant, mais il dit bien aux parlementaires au sein du Parti républicain qui s'opposeraient à lui qu'ils auraient fort à faire s'ils le faisaient. Et on le comprend, il y a des enjeux évidemment de carrière professionnelle, mais aussi des enjeux de sécurité personnelle pour une partie de leur famille. On a évoqué le cas de Marjorie Taylor Greene. Elle a quitté le Congrès parce qu'elle disait qu'elle avait reçu des menaces contre elle-même et contre ses enfants. Alors que c'était un vrai soutien de Trump au début. Tout à fait. Elle incarnait vraiment la base MAGA. Alors on va évoquer avec vous 3 et avec Anna la manière dont Trump envisage de faire le ménage précisément au sein du Parti républicain. Oui, c'est la douloureuse expérience qu'a faite le député républicain conservateur Thomas Massie, vous en avez parlé, candidat à la primaire républicaine du Kentucky le mois dernier pour être donc candidat aux midterms. Thomas Massie qui avait manifesté son désaccord sur les interventions au Venezuela et en Iran. Et c'est aussi lui qui avait co-rédigé la loi qui a forcé l'administration Trump à publier le dossier Epstein. Déloyal, député calamiteux, gros dégueulasse. Voilà à peu près les noms d'oiseaux qui ont été utilisés ces derniers mois par Donald Trump, qui a tout fait pour qu'il ne remporte pas cette primaire. Il a appelé d'ailleurs à plusieurs reprises à voter pour son candidat, un fidèle soldat MAGA, Ed Galbraith. Et il a même dépêché le ministre de la Défense pour qu'il assiste à ses côtés à un des meetings, ce qui a fonctionné puisque Galbraith a finalement remporté l'élection. Commentaire du directeur de la communication de la Maison-Blanche, je cite, « Ne doutez jamais du président Trump et de sa puissance politique. Faites des conneries et vous allez voir. » Elisa Schell, le message est très clair. Ça veut dire que les frondeurs savent pertinemment à quoi ils s'attendent s'ils vont à l'encontre de ce que pense le président. Oui, alors il faut se rappeler de comment Donald Trump s'est imposé au Parti républicain. Il avait
déposé sa candidature dans un premier temps en 2012, il n'avait pas été élu. Les Républicains, pendant ce temps-là, étaient à la peine avec des candidats modérés type Mitt Romney. Ils font des réformes internes pour changer le mode de désignation des primaires, pensant que ça allait aller plus vite et coûter moins d'argent. Résultat, c'est Donald Trump qui gagne dans cette nouvelle configuration. Mais il gagne avec l'appui des petits donateurs, des électeurs, des Américains de tous les jours, contre l'establishment républicain. Et l'establishment républicain se rallie après, quand il voit la capacité de mobilisation de Trump, mais ça a toujours été une question de survie électorale, jamais idéologique. Donc forcément, quand le bateau Trump commence à montrer des signes de faiblesse, ces républicains-là sortent du jeu et veulent sauver leur job à l'approche des élections à venir. Il faut bien se rendre compte qu'aux États-Unis, il y a le parti républicain au niveau central et puis il y a 50 partis républicains dans les États. Et tous n'ont pas du tout la même position par rapport à Trump. Si on prend le Texas, la Géorgie, le Maine, c'est pas du tout la même situation. Au Texas, on a une base MAGA très fidèle et Trump arrive à imposer sa volonté. En Géorgie, il faut se souvenir du coup de fil de Donald Trump. Vous auriez pas 11 700 voix pour moi? No, thank you. Donc ça, c'était pas possible. Et dans le Maine, la sénatrice Susan Collins, qui remet son siège en jeu dans des conditions assez compétitives, est obligée de critiquer Donald Trump verbalement. Donc Donald Trump sait très bien qu'il n'a pas tout le monde derrière lui et il y a en plus les financeurs derrière qu'on évoquait tout à l'heure. Industrie gazière et pétrolière. Et qui, eux, n'ont pas d'intérêt à voir l'instabilité au niveau international puisque c'est mauvais pour leurs affaires. Donc, on a une fronde qui vient de plusieurs fronts. Et puis, il y a aussi, on a évoqué les dissensions au sein du camp républicain qui sont aussi liées au positionnement pro-russe. Et du coup, effectivement, Pierre Bourgois, 18 membres de la Chambre des représentants républicains ont voté contre l'avis de Trump et la volonté de Trump pour une aide à Kiev d'un volume de $1 milliard. Oui, c'est ça, mais moi je rebondirais sur ce qu'Elisa a dit. En fait, la stratégie de Trump, elle lui donne raison jusqu'à présent. Parce que Trump, lorsqu'il perd, on s'en rappelle avec l'histoire du Capitole, lorsqu'il perd en 2020, il accuse directement Mike Pence et toutes les personnes qui, en gros, doutent de la théorie donc de l'assaut du Capitole. Qu'est-ce qui se passe? 4 ans plus tard, il gagne à nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? Il ramène Marco Rubio, qui était un de ses critiques sur les années précédentes, au bercail. Donc la stratégie de Trump, c'est moi, je défends ma ligne. De toute façon, c'est moi contre tout le monde. C'est la stratégie de l'anti-establishment. Et jusqu'à présent, ça fonctionne. Donc des dissidents, il y en avait, il y en aura. Mais Trump, jusqu'à présent, est persuadé que cette ligne-là va le faire gagner jusqu'au bout. Tant qu'il gagne les élections. Oui, mais est-ce que ça bénéficie, en plus, Tara Varma, vraiment aux démocrates? Parce que quand on voit les sondages, là, à quelques mois des midterms, 5 mois seulement, bon, ils avaient 8 points d'avance, ils n'ont plus que 4 points. Bon. Oui, ils ont du mal à trouver une stratégie qui consiste à faire autre chose que de critiquer Trump. Et c'est un peu le sujet du moment. Et d'incarnation. Et d'incarnation. Mais en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que les démocrates ont envie d'abord de trouver le leader qui va incarner, ensuite le message politique et la stratégie qu'ils dérouleront. Et ça ne marche pas forcément comme ça. Donc on voit beaucoup de batailles d'ego. Moi, je trouve un parti démocrate encore bloqué en 2024, qui est un peu traumatisé par l'affaire Kamala Harris et n'arrivant pas à évoluer. Par l'affaire Biden et Kamala Harris, parce que je pense que c'est un peu l'éléphant dans la pièce dont on n'a pas parlé. La raison qui a fait Kamala Harris s'est retrouvée propulsée candidate et a dû faire une campagne en 2 mois et demi face à un candidat Trump qui était connu non seulement de tous les Américains, mais en fait du monde entier aussi. C'était vraiment un combat qui n'était pas égal. Et il y a tout un débat au sein du Parti démocrate aujourd'hui qui consiste à dire qu'il y a plusieurs camps. Le premier qui dénoncerait la corruption, manifeste vraiment du système Trump aujourd'hui. Conflit d'intérêts, en fait une confusion totale dans l'esprit de Trump et de sa famille entre leurs intérêts financiers personnels et les intérêts des États-Unis. On le voit, on l'a vu au Venezuela, on le voit en Iran, on va le voir dans d'autres cas, évidemment, dans tous les sujets de crypto-monnaie. Et puis, il y a tout cet autre camp du Parti démocrate qui dit qu'il faut réfléchir aux questions d'abondance, aux questions d'infrastructure. Il y a beaucoup d'Américains qui ne bénéficient pas d'infrastructures dignes du pays le plus puissant au monde et qui ont envie, de toute façon, de se recentrer sur des débats purement nationaux. Si je peux me permettre de rebondir, c'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est l'incapacité, vous l'avez dit, du Parti démocrate à se renouveler. Même là, je veux dire, Trump amène sur un plateau, même le potentiel programme du Parti démocrate qui est incapable même d'avoir une ligne. Parce qu'en fait, les personnalités qu'on évoque potentiellement, donc gouverneur de Californie, Gavin Newsom, on a évidemment Alexandria Ocasio-Cortez, donc le 14e district de New York, n'ont pas du tout la même ligne. Et on peut avoir un candidat donc, comme le gouverneur de Californie
vraiment qui représente l'establishment comme quelqu'un plutôt anti-establishment. Donc ça montre en fait que le Parti démocrate est pour l'instant un peu perdu. Et c'est vrai, 2 ans après 2024 et après l'échec de Kamala Harris, c'est un peu inquiétant pour la gauche américaine. Ça, c'est un peu inévitable que le Parti démocrate, comme le Parti républicain, abrite des sensibilités très différentes. Les démocrates ont quand même remporté des victoires dans les élections partielles de novembre dernier. Donc, il y a quand même des signes qui montrent que le pouvoir d'achat peut bénéficier aux démocrates s'ils s'en emparent. Là, ils se préparent pour le 14 juin, pour leur contre-événement de ce qui est tout à l'heure. Et ils vont faire du travail sur le terrain pour convertir ce mécontentement en voix. Et c'est tout l'enjeu pour les démocrates. Vous allez réagir après, mais vous évoquez le 14 juin. Les démocrates, No King's Day, 14 juin, anniversaire de Donald Trump qui va fêter ses 80 ans. Ce sera dimanche, un âge certain, voire un certain âge pour un président américain qui avait fait de la jouvence un argument contre Joe Biden en 2019. Trump avait 73 ans, Biden 77. C'est notre archive, regardez-le. I think that I just feel like a young man. I'm so young. I can't believe it. I'm the youngest person. I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. I don't know. I would never say anyone's too old, but I know they're all making me look very young, both in terms of age and I think in terms of energy. I think you people know that better than anybody. Yeah. Jeune, tonique, mais il a quand même perdu face à son aîné à l'époque, Joe Biden. Tara Lama, quel impact peut avoir son âge? Est-ce que ça peut devenir un problème ou alors avec une grande fébrilité, quand on l'a vu dans une interview récente avec il a quasiment insulté une journaliste, il a quitté le plateau, ou au contraire, il va être sans filtre et puis finalement être totalement débridé? Alors moi, je trouve qu'il était sans filtre avec cette journaliste. Il se permet de dire des choses qui sont quand même inacceptables, quel que soit son âge. Il s'endort quand même en réunion, dans des réunions stratégiques, économiques, militaires. C'est assez inquiétant. Il s'emporte parfois et il se laisse totalement dépasser par ses émotions. On l'a appris. Un certain nombre de généraux l'ont évacué de réunions qui avaient trait à la guerre en Iran parce qu'il ne supportait plus ses sautes d'humeur. On en est à un stade où en fait son âge a déjà un impact absolument énorme. État cognitif. Les deux, j'imagine, sont liés, mais c'est très inquiétant. Et c'était tout ce qu'on avait reproché à Joe Biden en 2024, justement, lors du débat qui les avait opposés au mois de juin. Mais aussi, de manière générale, on voyait des absences de Joe Biden. Ces critiques-là, ces reproches-là sont assez peu faits à Donald Trump, alors qu'effectivement, on le sent plus que fébrile. On a souvent minimisé ici, nous, de l'autre côté de l'Atlantique, sa capacité de rebond, Élise Hachel, au président américain, non? Oui, en réalité, on ne connaît jamais vraiment la santé réelle des présidents. C'est toujours un secret bien gardé. Ils sont bien soignés par des médecins personnels. Et on peut se souvenir, par exemple, de Reagan pendant son 2e mandat, qui était quand même particulièrement fébrile, avec Nancy qui lui tenait le bras en lui disant comment il fallait suivre tel ou tel échange. Donc ça, on n'en sait rien. Là où ça joue, c'est que Donald Trump n'a plus rien à perdre. Et il a fait croire pendant un temps qu'il pourrait concourir à un 3e mandat pour essayer de maintenir les jeunes loups ou les moins vieux à distance de son parti. Mais en réalité, il est dans son dernier mandat. Il n'a plus rien à perdre. Il espère juste qu'il n'y aura pas un replay de la vague bleue des midterms de 2018 qui avait conduit à son impeachment, à un certain nombre d'ennuis. Donc il veut limiter la casse pour faire le boulot jusqu'au bout. Le bleu, c'était les démocrates. Absolument. Voilà. Merci à tous les 3 d'être venus débattre et nous éclairer sur l'état de Donald Trump, qui aura donc 80 ans le 14 juin. On oublie cette date.